Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Et on est toujours Fanny et Anna. Et aujourd'hui, épisode exceptionnel dans lequel nous abordons un vaste sujet que nous ne connaissons pas très bien, ni l'une ni l'autre. Un genre théâtral et musical qui a, vous allez le voir, des liens quand même avec la comédie musicale. Il s'agit de l'opérette. Et comme nous ne sommes pas expertes, justement, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Leguin et Grégoire Marette, qui sont deux membres d'une troupe qui s'appelle Oya Kefale. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter cette troupe, nous en dire un petit peu plus ? Alors merci Fanny et Anna, je vais commencer donc Jean-Baptiste, qui suis moi-même ténor dans le chœur d'Oya Kefale. Donc c'est une troupe qui a été créée en 1995, donc bientôt 30 ans d'existence, et qui a été créée en fait à l'initiative d'un groupe d'amis qui voulaient produire des opérettes d'Offenbach, notamment au service d'une association. Pour soutenir une association, récolter l'argent de la vente des billets pour cette opérette pour soutenir une association. Donc ça c'était vraiment l'objectif de cette troupe lorsqu'elle s'est créée. Et c'est un objectif qu'on conserve encore aujourd'hui en 2023. Nous sommes une troupe qui rassemble à la fois des choristes, comme je suis, et aussi des musiciens, comme Grégoire. Et je vais le laisser peut-être en dire un peu plus aussi sur notre troupe. Oui, merci Jean-Baptiste et bonsoir Fanny et Anna. Oya Kefale, oui, c'est un chœur, un orchestre. Pour ce qui est de l'orchestre, on n'est pas dans des grandes dimensions d'orchestre symphonique, on est plutôt ce qu'on appelle un orchestre de chambre, c'est-à-dire une vingtaine de musiciens, pour des raisons à la fois musicales et très pratiques, puisque comme on va vous le présenter, notre projet qui consiste à monter une opérette dans des conditions avec mise en scène et avec un orchestre qui joue dans la fosse, comme à l'opéra, fait que nous sommes limités par la taille de cette fosse, et donc l'orchestre on ne peut être qu'une vingtaine de musiciens dedans, avec des cordes, vent, donc bois, cuivre et des percussions. Dans la troupe en tout, nous sommes une soixantaine, donc avec l'orchestre, le chœur et une équipe de solistes dont la taille varie de 6 à une dizaine de personnes selon les opérettes, selon les années. Et également un chef d'orchestre professionnel, Pierre Boudeville en ce moment, qui dirige l'ensemble des répétitions et des représentations. Et également une équipe de mise en scène, plus ou moins large également selon les années, avec un metteur en scène et éventuellement des assistants costumes et décors selon les années là encore. Et donc cette année, c'est Emmanuel Ménard qui réalisera la mise en scène de l'opérette dont on vous parlera tout à l'heure. Ce que je voulais aussi dire, c'est que si notre chef est professionnel et aussi notre metteur en scène est professionnel, ce qu'on n'a pas dit, c'est que nous, les musiciens, choristes et instrumentistes, nous sommes tous amateurs. Nous faisons cette activité en plus de notre activité professionnelle. Donc vous êtes du passionné, je pense qu'on va le voir pendant l'épisode. Rappelons que vous jouerez la célèbre opérette d'Offenbach Les Brigands du 12 au 19 mai 2023 au théâtre Armande Béjart d'Agnès-sur-Seine. La billetterie est ouverte, donc on vous invite chacun et chacune, si ça vous intéresse, à vous connecter. On vous mettra le lien également sur nos réseaux sociaux. Alors Jean-Baptiste et Grégoire, est-ce que vous pouvez un petit peu plus vous présenter et peut-être nous préciser votre rôle à chacun dans la troupe ? Oui, je vais commencer alors moi-même. Donc, je suis ténor dans la troupe depuis maintenant 6 ans. Une bonne durée, hein. Normalement, les gens dans la troupe restent un peu moins que ça parce que voilà, concilier ce projet aux côtés de son activité professionnelle, ça demande beaucoup de temps. On a quand même du mal à en partir de cette troupe parce que vraiment, le projet est toujours très enthousiasmant, à un point tel qu'on a envie de s'investir parfois au-delà du seul aspect musical et de s'investir dans l'aspect associatif dans cette troupe, en étant par exemple président de l'association, trésorier de l'association. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu faire et aujourd'hui, je suis sur d'autres activités, notamment la contribution à la rédaction d'articles et au programme de nos opérettes. Et également, ça m'arrive aussi de me détacher du chœur. Je tiens parfois des petits rôles secondaires dans les opérettes d'Offenbach, ce qui ajoute aussi beaucoup au rythme de répétition qu'on a quand on est simple choriste. Et moi, pour compléter, du coup, je suis violoncelliste dans l'orchestre. Je suis arrivé en 2018. J'ai, comme Jean-Baptiste, donc j'ai eu aussi quelques petits rôles administratifs, donc de trésorier pendant 1 an et président ensuite de l'association, notamment pendant les années Covid, ce qui n'était pas forcément le plus simple. Voilà, aujourd'hui, j'ai repris un rythme plus calme, donc qui consiste à venir juste toutes les semaines aux répétitions et également un week-end par mois pour compléter l'ensemble, ce qui est déjà assez prenant et assez passionnant à vivre. Super, merci beaucoup. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec une question très simple pour commencer. C'est quoi l'opérette ? Quelle définition vous donneriez ?
Oui, alors c'est assez compliqué de définir vraiment exactement l'opérette. Moi, je vais peut-être commencer par les préjugés qu'on peut avoir sur l'opérette, hein, ce qu'on met derrière quand on entend ce mot-là. On pense souvent que c'est un opéra de second rang, hein, que c'est un opéra qui est pas très sérieux, ou alors que c'est simplement un petit opéra, hein, comme le suggère le suffixe en net. Mm. Hein, c'est une fillette et une petite fille, l'opérette, c'est un petit opéra. Alors effectivement, il y a bien cette notion de brièveté, hein, de l'opérette par rapport à l'opéra. Généralement, une opérette, c'est un récit qui va être un peu plus bref que celui d'un opéra. Les effectifs vont être plus réduits que ceux de l'opéra, et on aura aussi un caractère plus léger. Donc effectivement, moins sérieux que peuvent l'être certains opéras. Et on a aussi, ça c'est quelque chose qui est assez majeur comme différence par rapport à l'opéra, c'est la présence de dialogues parlés. Et c'est aussi peut-être le point commun le plus notable avec la comédie musicale. Ça, c'est quelque chose qui est caractéristique de toutes les opérettes. Il y a des dialogues parlés qui entrecoupent les passages chantés. Donc voilà à peu près pour brosser ce que c'est qu'une opérette, mais c'est une définition qui n'est pas très heureuse non plus, parce qu'en réalité, ça recouvre quand même un champ beaucoup plus vaste que ces petits éléments que je viens d'indiquer. Et Grégoire peut, je pense, largement compléter. Oui, effectivement, ce qui est intéressant par rapport à cet essai de définition de l'opérette, qui est quand même un exercice assez compliqué, c'est que, en fait, il y a eu un encadrement, presque un encadrement légal, en fait, de ce format bref, avec dialogue de petits opéras, donc au 19e siècle. On y reviendra certainement plus tard également sur la question des différences de genre entre les différents types d'opéras. Mais en fait, les pièces brèves dont parle Jean-Baptiste existaient donc notamment au milieu du 19e siècle sur le format de petites pièces qui duraient 45 minutes à 1 heure et qui étaient encadrées par des arrêtés de la préfecture de Paris à l'époque. Donc il y a des arrêtés, des textes officiels qui existent du milieu du 19e siècle qui mettait des limites en fait, des limites formelles au genre sur le nombre notamment de personnes maximum qui pouvaient participer sur scène aux représentations. Voilà, il y avait quelques petites contraintes comme ça qui étaient mises en place, et notamment sur le fait que les airs d'opéra qui sont le cœur normalement du répertoire lyrique devaient être chantés à 1 ou 2 personnes maximum, que les chœurs étaient interdits et que les scènes comiques qui encadraient les différentes scènes musicales devaient se faire entre 2 ou 3 personnages et pas plus. Tout ça pouvait être encadré éventuellement de scènes dansées, mais voilà, l'ensemble était quand même très encadré par la loi. Et en fait, l'objectif était relativement simple, c'était pour que ça ne fasse pas de concurrence aux grandes scènes lyriques parisiennes de l'époque, qui étaient déjà, les scènes qu'on connaît aujourd'hui, donc l'Opéra de Paris, les opéras comiques, ces grandes institutions, mais également les scènes de théâtre, notamment la Comédie Française, qui avaient là aussi des prérogatives en termes de représentation théâtrale. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que Offenbach, par ses relations assez politiques, va réussir à augmenter petit à petit les limites formelles du genre, c'est-à-dire de 1 ou 2 personnages qui peuvent chanter par opérette, passer progressivement à 3 et 4. Et il en jouera lui-même en rajoutant des rôles qui ne devraient normalement pas exister par rapport à ça dans certaines de ses opérettes. Par exemple, si on cite Bataclan ou Croquefer, donc qui sont 2 opérettes en un acte qui durent 45 minutes d'Offenbach, il y a un 5e personnage qui est intégré. Dans l'un, c'est un personnage muet, dans l'autre, c'est un personnage qui ne chante que des onomatopées. Donc voilà, c'était un peu déjà l'esprit provocateur d'Offenbach dont on parlera un peu plus tard aussi, normalement au cours de cet épisode. Et pour préciser cette définition de l'opérette, est-ce que vous pouvez nous indiquer les principales différences avec d'autres genres ou d'autres formes qu'on envisage sans doute comme étant très proches, telles que l'opéra déjà, mais aussi les termes d'opéra comique, d'opéra bouffe. Qu'est-ce que tout cela recoupe? C'est effectivement très important de mentionner ces différences, parce que, en fait, avec ce terme d'opérette qu'on associe beaucoup à Offenbach, on a tendance à appeler beaucoup d'opérettes qui, en réalité, ne le sont pas vraiment. Offenbach, en fait, s'est rendu finalement plus célèbre par ses opéras bouffes, hein, donc qui ne sont pas à proprement parler des opérettes, puisque, comme vient de le dire Grégoire, normalement, une opérette, dans le sens offenbachien du terme, c'est plutôt une pièce d'un seul acte, et progressivement, Offenbach va augmenter cette durée en bénéficiant des libertés que lui donneront le régime politique de l'époque,
et mettra donc un deuxième acte, un troisième acte, et n'appellera plus ces pièces-là des opérettes, mais des opéras bouffes. Qui fait qu'aujourd'hui, quand on pense à une pièce d'Offenbach, on pense tout de suite à une opérette, alors qu'en réalité, quand on pense à la vie parisienne, à la Grande Duchesse de Gerolstein, à Orphée aux Enfers, on n'est plus dans l'opérette à proprement parler. Ça, c'est vraiment une différence assez importante quand même à bien garder en tête. Après, il y a effectivement des différences entre l'opérette et l'opéra comique. L'opéra comique quand même est proche de l'opérette. Il y a cette présence des dialogues parlés aux côtés des passages musicaux. Il y a aussi, après toute une déclinaison qu'Offenbach a faite avec les opéras féeries, on a effectivement une multitude de sous-genres de l'opérette. C'est un peu comme la comédie musicale finalement, hein, de même qu'on peut mettre plusieurs pièces de comédie musicale sous ce vocable de comédie musicale, alors qu'il y a différentes approches. Hein. Il y a les opéras rock. On est un peu en fait dans ce même esprit avec le terme d'opérette qu'on associe finalement à d'autres genres qui sont quand même tout de même un peu différents. Si vous voulez, on peut faire un petit bond en arrière dans l'histoire pour essayer de comprendre la différence entre les différents genres. En schématisant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a dans l'ensemble deux écoles principales au début de l'histoire de l'opéra, donc tout début du XVIIe siècle, qui sont en Italie et en France. Si on s'intéresse à la partie française, il y a la naissance donc de l'opéra français qui est à travers la tragédie lyrique, donc qui est à l'époque de Lully sous Louis XIV. Donc c'est les grandes tragédies qui sont mises en musique avec une hiérarchie de la même importance entre tous les éléments du drame, donc que ce soit le chant, le texte, la déclamation, la danse, et donc tout au long des années 1700 jusqu'aux environs, je pense, des années 1770 à peu près. C'est vraiment ce genre-là qui va triompher en France. Et en fait, en parallèle, dans le style plus populaire, dans les foires qui peuvent avoir lieu à Paris, il y a des petits spectacles, qui sont donnés un peu sur le modèle de la Commedia dell'arte en Italie. Donc c'est des petites pièces de théâtre qui sont habillées par quelques petits airs musicaux, des jeux, des pantomimes, vraiment en tout genre. Donc c'est des petites pièces dans lesquelles la musique est juste un accessoire en plus, un peu comme un tour de magie, ce genre de choses. Et en fait, progressivement, face à l'importance que ce petit genre de foire va se développer, les grandes institutions vont commencer à s'inquiéter. Et notamment la Comédie Française qui va réussir à faire interdire tous les passages théâtraux de ces pièces, ce qui fait que la musique va progressivement devenir de plus en plus importante. Et au fur et à mesure de l'évolution du siècle, ce genre-là en fait va progressivement entrer dans les théâtres et notamment entrer à l'opéra comique par un privilège royal qui les autorisera à devenir une sorte de scène officielle. Et donc, la définition qui est donnée à ce moment-là de l'opéra comique, c'est comédie ou drame, mêlé de couplets, ariettes ou morceaux d'ensemble. Donc, ce qui est important de se dire, c'est que opéra comique ne veut pas dire qu'on parle d'un opéra qui est forcément drôle, mais d'un opéra qui est une alternance entre des scènes parlées et des scènes chantées. Au contraire, notamment de l'opéra qui, dans la tradition italienne, était un enchaînement de récitatifs, donc qui sont accompagnés soit au clavecin, soit à l'orchestre, donc en fait qui sont des textes qui sont plus ou moins déclamés par les chanteurs pour faire avancer l'intrigue et donc qui sont accompagnés, et des airs qui sont plus ou moins virtuoses et de plus en plus virtuoses dans le répertoire italien notamment. Et donc l'opéra dit opéra comique va s'opposer un peu à ce style-là par la présence des dialogues parlés, et c'est vraiment une particularité française à l'époque, cette alternance parlé-chanté, qu'on retrouve à la marge dans le répertoire allemand, notamment chez Mozart, la flûte enchantée par exemple. C'est ce qu'on appelle un Singspiel. Justement, c'est un opéra dont les airs sont enchaînés avec des parties parlées pour faire avancer l'intrigue. Donc voilà, la distinction déjà entre, on va dire, opéra et opéra comique. Et l'opéra bouffe va encore un peu plus loin dans cette définition. Donc en fait, on a retrouvé dans des correspondances d'Offenbach notamment qu'il regrettait que l'opéra comique ait justement perdu peu à peu cette dimension amusante, bouffe et drôle. Et donc, lui, en fait, son projet derrière tout ça, c'est de créer une institution théâtrale qu'il va appeler les bouffes parisiens. Et donc, en fait, par à la fois, c'est une sorte de jeu de mots qui rappelle l'opéra buffa italien, donc qui est lui pour le coup un opéra basé sur de la comédie, et le nom des bouffes parisiens va créer le genre opéra bouffe. Donc là, d'un point de vue très formel, c'est comme un opéra comique, sauf que
c'est exclusivement des pièces dites drôles, bouffe, dans le genre. Ce qui est donc amusant quand on parle des opérettes finalement, c'est de se dire que l'opérette est revenue un peu à la base, c'est-à-dire le théâtre, ce qui était dans les rues, le théâtre de foire, un peu amusant, avec pas mal de tours, de danse et des petites scénettes. Et donc, bah oui, l'opérette d'Offenbach revient un peu, c'est un peu une réminiscence de ce genre-là, et donc qui va grandir là aussi en parallèle de ces opéras bouffes, donc là qui ont un format plus grand assumé, puisque on parle d'opéras souvent en 3 actes, et donc qui vont durer entre 1h30 et 2 heures. Merci, déjà on voit qu'il y a une grande complexité déjà dans la définition même de l'opérette. Je voulais revenir pour qu'on soit un peu au clair sur, on va dire, la dimension temporelle, sur les origines. Est-ce qu'on peut, je sais que il n'y a pas forcément une date précise, mais à quel moment à peu près l'opérette est apparue et de quoi elle est née exactement? L'opérette d'Offenbach, on peut se dire qu'elle apparaît au moment de la création justement de son théâtre des Bouffes parisiens, donc c'est 1855. Mhm. Et elle va évoluer jusqu'au milieu du XXe siècle vers des formes qui vont progressivement s'orienter plus vers ce qu'on connaît aujourd'hui à travers la variété notamment. Alors, on a déjà à plusieurs reprises évoqué le nom de Jacques Offenbach, grand auteur d'opérette du 19e siècle, né en 1819, mort en 1880. Est-ce que peut-être, justement, comme c'est sans doute le plus connu de ces auteurs, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Offenbach et peut-être aussi la façon dont il a marqué, sinon défini, le genre de l'opérette? Oui, Jacques Offenbach, c'est effectivement un grand compositeur dont on oublie parfois qu'il est quand même né allemand, tellement il a marqué la culture française. Mm. Il est né à Cologne et en fait, il est arrivé à Paris à 14 ans justement pour parfaire sa formation musicale. Il a réussi d'ailleurs à impressionner le jury de l'époque du Conservatoire de Paris qui normalement n'admettait pas d'étrangers au sein du conservatoire et il a bénéficié d'une dérogation à cet égard. Donc c'était dire déjà son niveau en termes de jeu et déjà de composition. Par la suite, il a été instrumentiste, violoncelliste dans certains orchestres de théâtre notamment, à l'Opéra Comique. Puis il a aussi dirigé la Comédie Française en tant que directeur musical. Donc en fait, il baigne beaucoup dans l'atmosphère théâtrale et c'est sans doute ça qui va expliquer pourquoi il va surtout composer des pièces lyriques, du répertoire lyrique, qui sont ensuite produites dans les théâtres. C'est donc déjà cette sensibilité qu'il a eue de par son passé de musicien de fosse, puis de directeur musical à la Comédie Française. Donc on se souvient d'ailleurs surtout que en termes de ses compositions, de ses opérettes, ses opéras bouffes. C'est vraiment ça qui constitue le sel de ses compositions. Malgré donc sa naissance allemande, il développe très vite aussi une excellente maîtrise de la langue française qui lui permet de produire quand même des œuvres d'une grande qualité avec une aisance en fait dans le juste placement des mots français sur les notes de musique. C'est un travail qui n'est pas si évident. Il a vraiment excellé en fait dans ce domaine, ce qui explique aussi le succès de ses œuvres. Alors après, Offenbach va connaître ce grand succès dans les années 1860, notamment à la faveur des expositions universelles qui ont lieu à Paris, notamment celle de 1867, où il capte un grand public international avec des œuvres comme La vie parisienne, La grande duchesse de Gerolstein, où des sommités se déplacent. On parle vraiment de têtes couronnées qui vont vraiment assister à ces représentations. Et un succès qui va perdurer jusqu'en 1870, où la France et la Prusse entrent en guerre. Et là, malheureusement, les origines d'Offenbach vont refaire surface, malgré lui, parce que le sentiment très anti-prussien, on pourrait parler de germanophobie à l'époque, va malheureusement le rendre persona non grata, ce qui va le faire quitter la France à cette époque. Alors après, il va revenir, il revient à Paris. Il adopte un nouveau style, donc ces opéras féeries dont j'ai parlé très succinctement, qui lui permettent en fait de détourner ces opéras bouffes dans un genre encore plus grandiose, où on augmente les chœurs, on augmente les orchestres, on ajoute des ballets dans ces opéras qu'il avait déjà pu composer, et cela dans le but de se distinguer donc de sa période d'avant la guerre. On était dans le Second Empire, il était très associé au Second Empire à ce moment-là,
Et en fait, par ce jeu de différence opéra bouffe, opéra féerie, mais il réussit à créer un nouveau genre qui va peut-être être plus du goût de l'époque et qui va un peu faire oublier cette association au Second Empire. Là, on est dans la Troisième République, donc la société va progressivement avoir un engouement pour ce nouveau genre qu'il va proposer jusqu'à son décès en 1880. Et pour avoir un petit aperçu de à quoi ça ressemble Offenbach, on va écouter quelques extraits de La vie parisienne dans une version donnée par Oya Kefale en 2013. Nous venons, arrivons de tous les pays du monde, nous venons, arrivons par la terre ou bien par l'onde, nous venons, arrivons de tous les pays du monde, nous venons, arrivons par la terre ou bien par l'onde. Italiens, Brésiliens, Japonais, Hollandais, Espagnols, Romagnons, Égyptiens, Vénitiens, Italiens, Brésiliens, Japonais, Hollandais, Espagnols, Romagnons, Égyptiens, Vénitiens. Nous venons, arrivons de tous les pays du monde, nous venons, arrivons par la terre ou bien par l'onde. Il faut nous dépêcher vite de nous arranger pour recevoir la visite du noble étranger. Il faut nous dépêcher vite de nous arranger pour recevoir la visite du noble étranger. Allez-vous, les marins, oui les grands excellents. Allez-vous, les marins, oui les grands excellents. On montera, autant qu'il en faudra. Autant qu'il en faudra, autant qu'il nous en faudra. Et sur notre maître, ne craignez rien. On dira nous voyant paraître à qu'ils sont bien, à qu'ils sont bien. Et sur notre maître, ne craignez rien. La voyons, on devient fou, et nous ressemble comme un choc, Comme un choc. comme un choc. Sa robe fait ses petits pieds font tac tac tac. Sa robe fait Sa robe fait fou, 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 ses petits pieds font tac, tac, tac. Sa robe fait fou, 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 Je sais pas si Grégoire, tu souhaites dire un peu plus sur Offenbach, mais c'était un grand violoncelliste, mais toi-même qui l'es, tu pourras nous en dire plus à ce sujet. Et ça, par pur corporatisme, ajouter peut-être 3 mots sur Offenbach violoncelliste. Effectivement, c'est un aspect de sa vie qu'en fait on connaît assez peu, mais des témoignages de l'époque qu'on a, enfin et des différentes compositions qu'il a pu laisser également, c'était très certainement un très grand virtuose et il a laissé beaucoup d'œuvres pour violoncelle. Parmi lesquels, notamment toute une série de duos à 2 violoncelles qui permettent en fait de suivre un peu toute l'évolution du violoncelliste débutant au violoncelliste très très avancé. Donc avec toute une gradation sur au moins une trentaine, voire une quarantaine de duos, c'est un corpus assez impressionnant. Et également un grand concerto pour violoncelle et orchestre qui est appelé concerto militaire, qui est par ses dimensions assez rares et uniques pour l'époque, en tout cas au violoncelle, parce que c'est un concerto qui dure entre 45 et 50 minutes, ce qui est beaucoup, avec énormément de passages très virtuoses. Et c'est assez amusant là aussi de voir donc à travers le titre Concerto militaire des aspects et des influences qu'on verra dans certaines de ses opérettes puisque il tournera beaucoup en dérision notamment ce milieu-là. Et oui, le Offenbach violoncelliste, c'est Offenbach de jeunesse. Il a laissé peu d'œuvres après les années 1850 et également de traces de concerts au violoncelle après ces années-là. Donc voilà, on est surtout sur des œuvres de jeunesse en ce qui concerne cet aspect de la vie d'Offenbach. Merci pour ce super portrait d'Offenbach, auquel on reviendra un peu plus tard, évidemment, dans l'épisode. Simplement, est-ce qu'on pourrait avoir un espèce de panorama rapide des autres grands compositeurs et grandes œuvres de l'opérette dans le monde francophone, français ? C'est vrai qu'Offenbach a eu un quasi-monopole en son temps, même si il avait la concurrence de Hervé, qui était son contemporain. On a eu plus tard d'autres compositeurs qui ont quand même eu un certain succès, Messager notamment,
Puis encore un peu plus tard, Yvain, Lopez, avec donc des opérettes comme Le Chanteur de Mexico, La Belle de Cadix, qui sont aussi vraiment très connues, voire peut-être autant que finalement celles d'Offenbach. Mais c'est vrai que voilà, ces opérettes des autres compositeurs français que j'ai pu citer, elles sont quand même moins jouées actuellement, hein, il faut bien le dire, mais on a quand même plaisir hein, dès qu'on a des productions d'opérettes de messagers qui peuvent se faire à Paris. C'est quand même des raretés dont on est très content de pouvoir les découvrir ou les redécouvrir. Oui, c'est ça qui est assez impressionnant par rapport à l'ensemble de l'œuvre d'Offenbach, c'est de se dire que aujourd'hui, il y a certainement une petite dizaine d'opéras bouffes qui tournent assez régulièrement d'Offenbach partout en France et qui sont systématiquement un grand succès. Et en parallèle, quand on voit parmi les œuvres de Hervé, Messager ou Yvain, bah, c'est beaucoup plus réduit. Une des opérettes très certainement les plus connues Messager, c'est Véronique parce que il y a quelques morceaux qui sont passés, notamment dans l'après-guerre à travers des enregistrements avec des chanteurs de variété qui sont passés un peu à la postérité. Mais par exemple Hervé, qui était le grand concurrent d'Offenbach à son époque, bah aujourd'hui c'est quasiment plus joué. Et les rares fois où c'est joué, on comprend aussi pourquoi. Bah, on comprend que le style d'Offenbach léger et fin était quand même assez complexe dans son écriture et oui, ça reste un talent qui est assez compliqué à avoir et que voilà, Offenbach maîtrisait à la perfection. Un nom que Jean-Baptiste n'a pas cité aussi et qui me semble assez intéressant parce qu'il a laissé notamment une œuvre qui est assez fréquemment jouée dans le genre, c'est celui de Charles Lecoq et notamment bah, un de ses opéras comiques les plus connus et qui est fréquemment joué à Paris ces dernières années, c'est La fille de Madame Angot. Donc c'est un opéra comique, mais pour le coup qui est dans la grande tradition des opéras bouffes, un peu du genre de Pseudo-Offenbach, qui est là aussi une œuvre très amusante, très agréable, avec des mélodies qui entrent bien dans la tête. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que ce compositeur, donc Charles Lecoq, a été rendu célèbre à l'époque par un concours d'opérette qu'a organisé Offenbach en 1856 et qui a eu 2 vainqueurs, ce concours, donc en l'occurrence Lecoq et un autre jeune compositeur à l'époque qui était Bizet, qui a été connu depuis pour avoir composé Carmen. Voilà, c'était pour la petite anecdote en parallèle, mais c'était aussi l'occasion de reparler de Lecoq, qui est aussi un compositeur important dans ce genre. Et du coup, on avait une question également, quid en dehors des frontières de la France, en dehors de Paris? Est-ce que l'opérette, c'est une tradition qui existe ailleurs, en Europe, en Italie, en Europe de l'Est, etc.? Oui, l'opérette dans ce cas, dans une définition qui sera plus hors de celle qu'on connaît en France et encore plus éloignée que l'opérette offenbachienne, puisque notamment en Autriche, il y a eu pas mal d'opérettes qui ont été produites, mais finalement qui sont plus proches en termes de contenu de ce que Offenbach appellerait un opéra bouffe. On n'est pas du tout dans une pièce brève en un seul acte. Là, on sera vraiment dans des pièces à 2, 3 actes. Les grandes pièces autrichiennes, elles ont été composées par des compositeurs comme Lehár, von Zuppe. Je vais aussi forcément parler de Strauss et La Chauve-souris, qui est une des opérettes les plus connues parce que ces valses qu'il a introduites dedans, ces autres danses, ces polkas, elles sont jouées chaque année au concert du Nouvel An à Vienne. Ah oui. Ça fait vraiment partie voilà, de ces opérettes canoniques en dehors de France qui sont très connues. Mais voilà, on est donc déjà dans une définition qui n'est plus l'opérette française. Voilà, c'est l'opérette européenne, si on peut dire, avec cet élargissement plusieurs actes sur une formule, voilà, encore une fois, qui est plus proche de l'opéra bouffe offenbachien que de l'opérette à proprement parler. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que Offenbach notamment a réalisé pas mal de tournées à l'étranger, notamment en Allemagne, en Autriche, en Angleterre et aux États-Unis, qui sont documentées. Et bah, il faut savoir que c'était à chaque fois un succès assez énorme. Bah, notamment dans les pays germaniques. En fait, ces œuvres étaient directement traduites et jouées. Bah, ça a été joué dans les grands opéras de Vienne notamment, avec parfois des versions spécifiques d'ailleurs pour ces opéras autrichiens en l'occurrence. Et oui, il y a eu aussi également une tournée donc d'Offenbach au milieu des années 1870 aux États-Unis, qui a été là aussi un énorme succès. De là peut-être à préfigurer d'une influence sur la comédie musicale, je ne sais pas trop. Mais oui, c'est intéressant de voir que son influence s'est faite aussi par ses voyages à l'étranger. Et pour l'anecdote, là encore, c'est une anecdote qu'on aime bien partager à Oya, c'est que l'hymne des Marines américains
est un dérivé d'un duo d'Offenbach, d'un de ces opéras bouffes qui n'est plus tellement joué aujourd'hui. Donc c'est un duo entre deux hommes d'armes dans Geneviève de Brabant. Donc il faut croire que quand ça a été joué aux États-Unis, ça a plu visiblement à l'armée, puisque c'est encore utilisé aujourd'hui dans l'hymne des Marines. Protéger le repos des villes, Courir suis au mauvais garçon. ne parler qu'à des imbéciles. En voir de toutes les façons. Un peu de calme après vous charme. C'est assez calme ici, sergent. Qu'il est beau Oh, qu'il est beau d'être homme d'armes. d'être homme d'armes, mais que c'est un sort exigeant. Qu'il est Oh, beau qu'il est beau d'être homme d'armes. D'être homme d'armes, mais c'est un sort exigeant. From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli, we fight our country's battles in the air, on land and sea. First to fight for right and freedom, and to keep our honor clean. We are proud to claim the title of United States Marine. Ouais, c'est pour compléter aussi ce que vient de dire Grégoire à l'instant, c'est ça, c'est qu'Offenbach, si c'est un grand compositeur, c'est bien parce qu'il a inspiré beaucoup de gens à sa suite. Et quand je parlais de la chauve-souris de Strauss, j'ai oublié de dire que Offenbach s'est beaucoup déplacé à Vienne, comme l'a dit Grégoire, pour créer en allemand ses propres pièces qu'il avait donc créées à Paris en français. Et il avait notamment largement soutenu ce compositeur qui était Strauss à l'époque pour lui dire de composer aussi ses opérettes. Et on peut dire que c'est grâce à Offenbach finalement que la chauve-souris est née, et grâce aussi aux librettistes d'Offenbach. C'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que Offenbach n'écrivait pas ses livrets, il mettait en musique le texte que d'excellents rédacteurs lui soumettaient, Meilhac et Halévy, pour les œuvres les plus connues d'Offenbach, qui furent aussi les librettistes de Carmen, dont on a parlé à l'instant. Et il se trouve que La Chauve-souris est inspirée d'un texte écrit par Meilhac et Halévy, donc les librettistes favoris d'Offenbach. D'accord. Et moi, je voulais ajouter quelque chose sur le créneau cinéma, puisque c'est notre créneau à Fanny et moi. C'est à peu près la seule chose sur laquelle on peut intervenir. Vous parliez de Léard, c'est comme ça qu'on prononce ? Franz Lehár, oui. Franz Lehár mentionnait l'existence d'une adaptation cinématographique assez connue de son opérette La Veuve joyeuse, qui est un film réalisé par un grand réalisateur hollywoodien, Ernst Lubitsch, en 1934. Alors Lubitsch, il était d'origine allemande, donc j'imagine qu'il connaissait la tradition des opérettes en allemand. Et du coup, il a réalisé en 1934 cette adaptation avec un couple qui a été souvent mis en scène ensemble à cette époque-là dans les films de la MGM, c'est Janet MacDonald et Maurice Chevalier. Et d'ailleurs, Maurice Chevalier avait lui-même joué dans plusieurs opérettes sur scène à Paris dans les années 20 avant de faire carrière à Hollywood. Oui, c'est vrai, La Joyeuse aussi, ça fait partie de ces grandes opérettes autrichiennes qui sont régulièrement produites encore et que moi personnellement j'apprécie aussi beaucoup. Je voulais ajouter que aussi plus généralement, dans les années 30 à la MGM, alors que chaque studio va se spécialiser dans un type de comédie musicale, la MGM va commencer à s'illustrer dans le genre de la comédie musicale avec ses opérettes, avec Janet MacDonald et Maurice Chevalier d'une part, mais aussi avec un autre couple qui est Janet MacDonald et Nelson Eddy. Et ça, c'est vrai que c'est des œuvres de comédie musicale qu'on connaît moins aujourd'hui, auxquelles on pense moins quand on pense à la comédie musicale hollywoodienne classique, mais c'était aussi un sous-genre de la comédie musicale très en vogue à l'époque et qui a notamment donc permis à la MGM de commencer à investir ce créneau de la comédie musicale. On sait bien sûr que ce sera ensuite le studio qui se spécialisera dans le genre. On pourrait aussi mentionner d'autres pays. On a parlé de l'Autriche, des États-Unis, peut-être aussi parler rapidement de l'Europe de l'Est. Bon, c'est une autre opérette que moi j'aime bien, c'est La fiancée vendue de Smetana, et c'est là aussi encore une fois pour souligner l'influence européenne d'Offenbach de l'époque. On est en plus dans une Europe qui est encore assez agitée, les grands empires commencent un peu à s'effriter, et en fait il y a des nations qui commencent à émerger, qui prennent progressivement leur indépendance, et c'est notamment le cas de la République tchèque, qui devient, enfin pas une république, mais en tout cas qui s'émancipe de cet empire autrichien, et notamment par la culture, par la langue,
Et Smetana, donc compositeur qui est aussi bien connu notamment pour avoir produit la Moldao, une grande pièce symphonique, un vrai tube de musique classique. C'est notamment voilà aussi par l'opérette finalement qui suscite un élan culturel très fort pour le peuple tchèque et qui permet de remplir un théâtre à Prague qui propose des pièces en tchèque, et pour souligner voilà cet apport aussi de l'opérette dans la construction d'une nation, dans la construction populaire. Je pense que c'est quelque chose aussi d'assez fort dans l'histoire. Alors merci beaucoup pour ce panorama assez complet et notamment ces mentions d'opérettes hors du territoire français. Si on en revient plus précisément à ce qui avait évidemment été un peu l'origine de cette idée de vous inviter sur un épisode consacré à l'opérette, à savoir donc les relations entre opérette et comédie musicale. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut dire de ces relations entre opérette et comédie musicale? Est-ce qu'il faut voir dans la comédie musicale une descendante de l'opérette? Ouais, ça c'est une très bonne question, c'est difficile d'y répondre. Moi, je préférais ouais, le terme de cousine éloignée plutôt que de descendante, parce que c'est ça, c'est pas toujours évident de voir la filiation, parce que filiation, ça sous-entend vraiment que il y a eu paternité ou maternité. L'opérette a vraiment donné naissance à la comédie musicale. Alors que bon, peut-être qu'il y a eu une évolution un peu parallèle finalement, quand on voit que l'opérette s'est aussi beaucoup développée après Offenbach dans les années 1900, et en même temps que la comédie musicale se développe aussi un peu dans ces années-là. C'est pour ça que c'est peut-être compliqué de parler vraiment d'une ascendance de l'opérette sur la comédie musicale. D'autant qu'en plus, oui, c'est vrai que je connais très peu les comédies musicales moi-même, mais j'ai l'impression que c'est plus dans le monde anglo-saxon qu'elles se sont développées, alors que finalement, c'est une région du monde où l'opérette s'est pas forcément distinguée. Offenbach a créé quand même pas mal d'opérettes à Londres, hein, et il y a eu cette tournée américaine, mais toujours est-il qu'on ne connaît pas vraiment de grands compositeurs américains ou anglais d'opérette. En tout cas, moi, personnellement, je ne m'en viens pas en tête quand j'y pense comme ça. Pour compléter, c'est presque finalement la comédie musicale anglo-saxonne qui a influencé l'opérette, notamment dans les années 20, après la Première Guerre mondiale. Après, à quel point ça s'est fait dans l'autre sens, oui, je pense qu'il y a une influence mutuelle des deux genres. Moi, il y a deux exemples que j'aimerais illustrer ici par rapport à cette influence mutuelle sur deux opérettes de l'après-Première Guerre mondiale. La première, s'appelle Fifi de Christinet. Donc c'est thématique assez proche de La Belle Hélène, construction d'un opéra bouffe a priori assez classique. Les publicités de l'époque vendaient le spectacle comme étant un spectacle avec des costumes grecs, un esprit gaulois, de la musique française et de la danse anglaise. À mon avis, illustre bien ce côté influence qu'a pu avoir la naissance de la comédie musicale, ou en tout cas tout ce qui est rythmique, construction musicale du genre dans ce type de pièce. Et le deuxième exemple que je prendrai ici, c'est l'opérette Yes de Maurice Yvain, donc qui date de fin des années 20, 10 ans plus tard. Donc là où on a clairement des numéros vraiment écrits presque comme des numéros de comédie musicale déjà, avec une orchestration qui est beaucoup plus tournée vers les cuivres et les percussions, un rythme général de la pièce qui s'éloigne peu à peu de celui de l'opéra bouffe tel qu'on le connaît à l'époque. Donc voilà, moi c'est aussi dans ce sens-là que je me dis que finalement l'opérette a pas mal été influencée par la comédie musicale à ce moment-là. Après, dans l'autre sens, je ne sais pas tellement si ça a été le cas. Je pense que oui, formellement, l'alternance musique parlée, musique chantée a joué. Il y a beaucoup de compositeurs américains qui ont été formés, qui ont beaucoup travaillé en Europe. Donc, pour prendre l'exemple d'un des fondateurs de l'école de la comédie musicale américaine, donc qui est Gershwin. Très clairement, il subit une forme d'influence de la musique européenne à travers ses pièces. Quand on entend, par exemple, Rhapsody in Blue, oui, on entend que c'est de la musique américaine, mais qui est influencée par les grands concertos pour piano qui sont joués en Europe. Donc voilà, effectivement, le terme de oui, cousin éloigné qui se parlent de temps en temps, je pense que c'est une bonne analogie pour parler des deux genres. Alors justement, si ce sont des cousines éloignées, sur quoi elles sont en conflit? C'est quoi les différences, selon vous, les principales différences entre l'opérette et la comédie musicale? Oui, alors les principales différences, on peut en voir du côté de la thématique, hein. C'est vrai que les opérettes, généralement, elles ont ce côté satirique, hein, surtout bon, chez Offenbach, mais même
même un peu plus tard, hein, même chez Strauss, dans La Chauve-souris, on est un peu dans le vaudeville, hein, dans la caricature de personnages, dans des quiproquos, dans des scènes de ménage, des satires de la société. Et le peu que je connaisse des comédies musicales, c'est vrai qu'on est quand même plus dans des récits qui sont quand même un peu plus romancés. West Side Story qui est inspiré de Roméo et Juliette, hein, ou La Mélodie du bonheur. On est voilà quand même dans des histoires, des genres d'épopées, hein, finalement, si on peut dire les choses comme ça. Après sur la partie artistique, l'opérette, plutôt du côté d'Offenbach ou de Strauss, on va préférer l'emploi de chanteurs lyriques. Quoique, on a eu des contre-exemples, hein, avec la vie parisienne qui a été créée largement avec des artistes qui n'étaient pas chanteurs lyriques, hein, qui étaient plutôt comédiens, mais qui savaient quand même très bien chanter. Mais toujours est-il que leur formation première, c'était comédien et non pas chanteur professionnel. Ce qui est peut-être une différence avec la comédie musicale où on a des chanteurs qui, pour dire les choses ainsi, aujourd'hui, les opérettes qui sont présentées à Paris ou dans le reste du monde, c'est des chanteurs qui chantent à la fois du Offenbach, qui peuvent aussi chanter du Verdi ou oui, d'autres compositeurs d'opéra. Alors que comédie musicale, si je me trompe pas, on est plutôt sur des chanteurs qui vont chanter plutôt ce style-là et qui vont pas forcément évoluer sur des registres plus opératiques. Ça peut arriver, mais c'est plus rare, effectivement. Ouais. C'est ce que je relève comme différence. Mais après, c'est vrai qu'aussi en comédie musicale, on a des artistes plus complets qui sont capables d'être meilleurs comédiens, d'être aussi danseurs. Et voilà, c'est pas forcément le cas de l'opérette où c'est plutôt des personnes qui vont plutôt préférer le chant. Après, bon, qui sont quand même aussi bons comédiens, mais la danse un peu moins. Puis après, au niveau toujours vocal, on aura souvent des chœurs, des chœurs qui sont polyphoniques. Mais je pense, bon, ça doit arriver aussi dans certaines comédies musicales aussi. Oui, il y a des ensembles dans la comédie musicale aussi, avec des chœurs assez développés, mais on n'a peut-être pas un chœur aussi systématiquement présent que dans l'opérette, quoi. Et tu parlais de la danse, alors excuse-moi si c'est une question de béotienne, mais du coup, il n'y a jamais de danse dans les opérettes, qu'elle soit faite par les interprètes principaux ou par un ensemble, un corps de ballet, ça n'existe pas? Si, pas dans l'opérette originelle, mais progressivement, voilà, dans donc ce sous-genre qu'est l'opéra bouffe, puis même les opérettes de Strauss, finalement, on a donc ces valses qui ont été introduites dans Offenbach aussi, hein, les opéras féeriques comme Le Voyage dans la Lune, ou des ballets sont insérés. Il y a quand même de la danse, mais c'est vrai que c'est quand même assez séquencé. Généralement, le chanteur chantera, les danseurs danseront, alors que bon, dans la comédie musicale, je pense que c'est quand même pas très rare de voir des chanteurs enchaînés avec des mouvements de danse, ce qui est quand même une remarquable prouesse. Oui, et pour compléter sur ces aspects, on va dire formels, il y a un aspect aussi, je pense, qui est assez intéressant, qui est celle de la sonorisation des chanteurs, qui n'est pas la norme à l'opéra, sauf cas particulier dans l'opéra du XXe siècle. Je pense que ça va aussi avec les évolutions techniques. La comédie musicale se développant aussi en profitant des développements techniques qui vont avec le XXe siècle, ça a certainement entraîné également le fait que les chanteurs sonorisés sont la norme. Il y a aussi, à mon sens, plus d'effets de grands spectacles dans les comédies musicales, notamment par rapport aux opérettes, ce qui est un peu moins le cas par rapport au grand opéra français, bon, qui est un genre un peu à part. Donc oui, là aussi, dans tous les moyens mis pour en faire un très grand spectacle, il y a une citation aussi de Sondheim qui m'a pas mal amusé sur cette comparaison au sens plus large entre l'opéra et la comédie musicale. C'est de dire en fait que l'opéra, c'est ce qu'on fait dans une maison d'opéra devant un public d'opéra, et le musical, c'est ce qu'on fait dans un théâtre de musical devant un public de musical. Bon, je pense effectivement qu'il y a aussi le sujet de l'intention de ce qu'on va voir, de se dire que ce sont deux genres à part entière et qui ont tous les deux à la fois leur public, à la fois leurs contraintes, à la fois leur salle, et que voilà, c'est comme on le disait tout à l'heure, ce sont deux styles cousins qui ont pas mal dialogué entre eux au début du XXe siècle. J'en profite parce que moi-même j'ai une question. C'est vrai que ce que vient de dire Grégoire par rapport à la sonorisation, est-ce que c'était le cas dès les premières comédies musicales? Parce que on en a quand même des très anciennes. Alors est-ce qu'il y avait déjà les moyens techniques d'utilisation de micros sur scène? Ou enfin, vraiment je pose la question n'étant pas connaisseur du registre des comédies musicales.
Non, non, pas tout de suite. Ça s'est pas sonorisé tout de suite, hein. Je pense que c'est même pour ça que le chant comédie musicale s'est beaucoup développé avec cette nécessité de, bah voilà, s'adresser, enfin chanter jusque au dernier rang du balcon, Mm. parce que bah on parle souvent dans le podcast de la voix belte. Ça, Mm. c'était développé au début des comédies musicales sur scène, première moitié du XXe siècle en fait, pour bah voilà, avoir un chant à plein poumon pour être entendu dans tout le théâtre. Donc non, non. Alors évidemment, au cinéma, ça a toujours été microté, mais au théâtre, enfin, je veux pas dire de bêtises, c'est pas du tout ma spécialité pour le coup, mais c'est dans la deuxième moitié du XXe siècle que ça se microte de plus en plus. Ah oui. Et moi, je voulais juste revenir sur la citation de Sondheim. Je trouve ça assez amusant parce que aujourd'hui, on sait que notamment en France et notamment en région, comme on dit, beaucoup des productions de comédie musicale sont montées par des maisons d'opéra, hein. C'est vrai que les structures qui sont à même, qui ont les moyens tout simplement de produire des comédies musicales en France, c'est aussi beaucoup aujourd'hui des structures subventionnées et souvent des opéras. Donc, on voit que la comédie musicale commence aujourd'hui à franchir les murs de l'opéra. Et je pensais, Anna, à ce qu'on s'était dit aussi par rapport à l'opéra comique. Ouais, la petite boutique des horreurs. Le fait que quand une maison, enfin ici l'opéra comique, accueille de la comédie musicale, on voit aussi cette différence de registre. Tu t'en souviens, on s'était dit qu'on était un peu choqués par la façon dont la comédie musicale était interprétée par des chanteurs et éventuellement reçue par un public de l'opéra comique. Et alors, si on revient sur ces relations toujours entre comédie musicale et opérette, donc on a bien compris que la comédie musicale, c'était plutôt une tradition anglo-saxonne et l'opérette, une tradition française. Est-ce que du coup, on pourrait dire que c'est justement le fait qu'en France, on ait longtemps eu cette tradition de l'opérette qui est fait que on est un peu plus tardé dans l'importation de ce genre anglo-saxon que la comédie musicale? À mon sens, oui. Il y a eu une très forte concurrence, en tout cas, dans les années, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 1920-1930. À cette époque-là, l'opérette telle qu'on l'entend continue d'exister, notamment à travers Yvain dont on parlait tout à l'heure. Et tout ça se fait quand même pas mal en concurrence avec d'autres styles musicaux, en tout cas dans les théâtres. D'ailleurs, ce genre d'opérette française commence à être vendu au théâtre comme étant des comédies musicales. Donc on sent par l'utilisation de ce nom qu'il y a quand même une forme de concurrence, oui, mais qui est aussi une concurrence interne parce que il va y avoir certaines salles comme le Casino de Paris par exemple qui va se spécialiser dans les grands spectacles musicaux qui mélangent musique et théâtre dans les années 20 en concurrence avec l'opérette française. Et d'ailleurs, on peut aussi le voir dans certaines opérettes, par exemple dans Là-haut de Yvain. Il y a tout un air du personnage principal qui dit que le premier, le seul, le vrai paradis, c'est Paris. Sous-entendu, le cœur de la fête, entre guillemets, ça reste Paris à l'échelle du monde. Donc, on voit bien dans ces années-là, en tout cas, le monde artistique n'est pas prêt à faire trop de place à ce genre-là, en tout cas à concurrencer l'opérette à la française. Et c'est essentiellement, oui, dans l'après-guerre que le style va peu à peu décliner. Donc, il y a quelques opérettes de Lopez, notamment dans l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, donc notamment La Belle de Cadix ou le chanteur de Mexico qui vont apparaître dans ces années-là. Mais finalement, ce sont presque les dernières opérettes marquantes, en tout cas dans le répertoire français, qui vont sortir. Et c'est à partir de la fin des années 60, années 70, qu'on va commencer à voir des comédies musicales être produites en France. Ce qui est assez impressionnant, c'est de se dire que certains très grands succès de comédies musicales américaines notamment ont été créés très tard en France. Quelques exemples, notamment Cabaret, qui a été créé en 1966 aux États-Unis, n'apparaît que 20 ans plus tard en France. Chicago, donc qui a été créé en 75, même s'il y a eu une recréation 20 ans plus tard aux États-Unis, ça date de 2003 la première version française. Et Funny Girl, qui est aussi un grand succès des années 60 aux États-Unis, n'a été créé en France qu'en 2019. Donc ça montre bien que il y a eu un retard dans toute la création de ce répertoire comédie musicale en France, qui, à mon sens, vient de la résistance de l'opérette à la française, qui a fait que le genre est finalement arrivé quand même beaucoup plus tard qu'il n'a été créé aux États-Unis. Il est arrivé beaucoup plus tard en France à cause de ça.
Peut-être juste pour nuancer sur certains des exemples que tu donnes, on a quand même des comédies musicales qui arrivent Oui. étonnamment vite en France. Je pense par exemple à Showboat, qui est un peu considérée comme la première comédie musicale, en tout cas avec un livret intégré comme on le connaît aujourd'hui. Donc il y a une comédie musicale qui se crée à Broadway en 1927 et qui est dès 1929 présentée en France au Théâtre du Châtelet, qui a été un peu un des rares lieux parisiens fer de lance de la promotion de la comédie musicale. Il y a quelques contre-exemples, mais c'est vrai. Oui, effectivement. Comme, il me semble qu'il y a Hair aussi qui a été donné assez rapidement après sa Ouais. création. Oui, à la fin des années 60, Un violon sur le toit également, s'est joué assez vite. Il y en a quand même quelques-unes qui ont été traduites assez rapidement et se sont jouées dans les théâtres parisiens, ouais. Simplement, mais quand même, comme ironie de l'histoire, c'est quand même amusant de constater que beaucoup de théâtres où les œuvres d'Offenbach ont ramené beaucoup de public, finalement aujourd'hui ne programment plus du Offenbach, mais des comédies musicales. Je pense au Théâtre des Variétés ou au Mogador. Donc, bon, finalement, quand même, si le public a peut-être été retenu captif par l'opérette à la française, au moins l'opérette à la française a permis quand même d'entretenir de très longues années le succès de certains théâtres qui aujourd'hui peuvent programmer des comédies musicales anglo-saxonnes notamment. Aujourd'hui, l'opérette est peut-être reléguée un peu au second plan derrière la comédie musicale qui séduit quand même, faut le dire, un public quand même plus jeune que celui de l'opérette. Et ben justement, parlons de l'opérette aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il s'en joue beaucoup? Est-ce que c'est, on va dire, un peu toujours les mêmes œuvres ou est-ce qu'il y a un répertoire plus varié? Est-ce qu'aussi on écrit encore aujourd'hui des opérettes? Et est-ce qu'il y a une communauté de gens, de fans, entre guillemets, d'opérettes qui existe et qui est vivante? Alors, il y a des ensembles et institutions qui sont spécialisés, on va dire, dans la musique française du 19e siècle, donc par extension dans l'opérette. Je pense notamment aux Frivolités parisiennes, qui sont un orchestre qui joue beaucoup de ce répertoire français, et notamment participe à beaucoup de recréations de ces opérettes. Par exemple, c'était l'orchestre qui jouait cette année dans Coup de roulis de Messager, donc un opéra bouffe, opérette de la fin des années 20. Et ils accompagnent souvent des nouvelles productions d'Offenbach ou de ce genre de compositeurs qu'on peut retrouver. En termes d'institution, on peut également parler du Palazzetto Bruzzane, donc qui est une institution franco-italienne qui est spécialisée là aussi dans la musique française et qui exhume des partitions perdues, qui va aller un peu à la chasse aux manuscrits pour retrouver des œuvres perdues. Et ils ont participé là aussi à pas mal de recréations, notamment chez Offenbach. Ils sont allés récupérer par exemple les manuscrits d'avant la création de la première version de La Vie parisienne pour en faire une sorte de version hybride entre ces premiers brouillons et la version qui aura finalement été créée. Ils ont remis à jour certains extraits, notamment de La Péricole ou du Voyage dans la Lune, qui sont deux opéras bouffes d'Offenbach qui ont été enregistrés du coup sous leur contrôle ces 5 dernières années. Et également, de temps en temps, à Paris, ils organisent, à Paris et en région d'ailleurs, parce qu'ils partent parfois en tournée, des spectacles qu'ils appellent les bouffes de Bruzzane, où ils mettent en scène des petites opérettes de moins d'une heure, avec effectif réduit, notamment orchestral, où ils vont jouer parfois avec juste un piano pour accompagner les chanteurs, mais avec des mises en scène toujours dynamiques et assez intéressantes. Voilà, pour ce qui est des ensembles ou des institutions qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Après, à Paris, en tout cas, il y a quelques théâtres qui vont monter spécifiquement des productions d'opéra bouffe ou d'opérette. Donc le Théâtre Athénée, par exemple, qui souvent fait 2 ou 3 productions par an. L'Opéra Comique, grande salle qui, une fois par an, va monter un opéra bouffe ou une opérette ou une comédie musicale, d'ailleurs. Dans les théâtres spécialisés, a priori, il y a un théâtre à Marseille, donc le théâtre de l'Odéon, qui est vraiment spécialisé dans l'opérette, où toute l'année il tourne juste sur quelques spectacles, que ce soit du Offenbach, il y a quelques années, il monte aussi du Lopez, du Hervé, voilà, c'est vraiment pour le coup un théâtre d'opérette française. Après, pour ce qui est de est-ce qu'on écrit encore des opérettes de nos jours, je serais tenté de vous dire plutôt non. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les créations d'opéra aujourd'hui sont souvent commandées par les grandes institutions, donc forcément doivent être très sérieuses et souvent soit très très intello ou assez sombres, on va dire. D'accord. Notamment les dernières créations qu'il y a eu à l'Opéra de Paris, au Festival d'Aix-en-Provence, donc qui sont 2 gros laboratoires d'expérimentation en termes de création.
c'est soit des opéras qui sont issus de grands textes de la littérature, donc par exemple le Soulier de satin d'Albavie ou Dante du Sapin, donc qui sont deux opéras qui sont très exigeants dans l'écriture et qui sont basés en plus donc sur des œuvres qui elles-mêmes sont assez complexes. Enfin, voilà, ce qui ne facilite pas, on va dire, l'adhésion au genre. Et sinon, oui, il y a aussi des sujets qui sont plus actuels, des questions de société, donc souvent des sujets qui sont pris de manière un peu plus lourde. Enfin voilà, l'ambiance est un peu plus pesante, on va dire, dans ces représentations-là. Il y a deux exceptions quand même que je voudrais citer dans les créations qu'il y a eu ces dernières années. La première, donc, qui a été donnée au Théâtre Athénée, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui est Les Bains macabres de Guillaume Connaisson. Donc, qui est un opéra comique, ambiance polar, donc on est loin de l'opérette, mais quand même avec un style d'écriture très patchwork entre l'écriture très classique 20e siècle, un peu dans l'héritage de Debussy et Ravel, donc de la musique française, mais également avec beaucoup d'incursions dans les sonorités très jazz, les rythmes très lancés qu'on peut entendre dans certaines comédies musicales. Et en plus, ce qui est rare pour ce répertoire-là, qui est, à mon avis, une œuvre qui est très accessible vraiment pour tous, pas forcément besoin d'avoir une oreille très formée pour ce genre-là. Et un autre opéra qui a été créé à la Monnaie à Bruxelles et qui devait être donné à Lyon, mais qui a été annulé en cette fin de saison à cause notamment des coûts de l'énergie, qui est un problème dans le monde de l'opéra. C'est On purge bébé de Philippe Boussemans, donc qui est un opéra belge à partir d'un texte de Feydeau. Donc, on est dans de la comédie. J'ai écouté quelques extraits. On est quand même dans du langage musical assez exigeant qui, je pense, ne parle pas au plus grand monde. Mais voilà, on part d'un texte qui est comique à la base pour en faire un matériau musical un peu différent en l'occurrence. Donc voilà, à mon sens, il y a assez peu d'opérettes, mais le genre plus large dont on parlait, opéra comique, opéra bouffe, plutôt existe encore. S'il n'y a peut-être pas quand même beaucoup de créations d'opérettes de nos jours, c'est que le besoin est peut-être pas là finalement. Celles qui ont été produites par le passé peut-être suffisent toujours au public d'aujourd'hui. Elles ont cette qualité d'avoir vraiment un succès intemporel. Offenbach comme Lopez, vraiment on prend toujours plaisir à voir le chanteur de Mexico ou à voir La vie parisienne. Peut-être juste pour dire, ouais, tu as parlé quand même de tous ces théâtres qui produisent des opérettes, notamment à Paris. Je crois que t'as pas dit le théâtre des Champs-Élysées, qui a monté la Péricole il y a pas très longtemps, et pour l'anecdote, qu'il a monté la même année que l'Opéra Comique, avec deux mises en scène différentes. Et enfin, comme d'habitude, je crois que les salles étaient combles à chaque fois. Donc, quand même dire qu'il y a un public qui apprécie toujours l'opérette. Quand on sait que voilà, la même œuvre peut être présentée dans deux théâtres dans la même ville à quelques mois d'intervalle, je pense que ça montre quand même qu'il y a encore des fans d'opérette et pas que chez Oya Kefale. Non, je pense qu'il y a quand même encore un très fort engouement. On n'a pas parlé aussi peut-être de l'Opéra de Lyon, qui a fait quand même pas mal aussi de mise en scène, parce qu'on a beaucoup parlé de compositeurs, mais c'est vrai qu'on a assez peu parlé finalement des metteurs en scène. Quand on parle d'opérette et d'Offenbach, en ce moment, il faut quand même peut-être citer Laurent Pellic, qui est un metteur en scène qui a proposé des versions aujourd'hui de référence des opérettes d'Offenbach au début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, et qui, pour la plupart, ont été créées à l'Opéra de Lyon. Donc, montrer que voilà, c'est pas aussi que Paris, mais qu'aussi en région, comme le disait Fanny, il y a aussi cet intérêt du public pour les opérettes. Alors moi justement, il y avait une dernière question que je voulais vous poser, c'est déjà peut-être comment est-ce qu'on devient fan d'opérette aujourd'hui? Enfin, avec Anna, on a souvent dit pourquoi on était devenu fan de comédie musicale, donc j'aimerais un peu vous poser la même question. Et peut-être aussi votre opérette préférée à chacun et pourquoi en quelques mots. C'est une œuvre qui vous tient à cœur. Alors, comment on devient fan d'opérette? C'est une très bonne question. Moi, c'était un des souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est d'avoir entendu en fond sonore un jour un enregistrement assez mythique de la Grande Duchesse de Gerolstein, avec quand on est enfant des airs qui font beaucoup rire à base de pif paf pouf, ce genre de choses. Donc c'est assez amusant. Et puis au fur et à mesure, en découvrant un peu les œuvres, on se rend compte quand même de la richesse musicale du genre. Et c'est toujours un plaisir aujourd'hui d'en écouter et d'en découvrir, parce que il y a toujours un travail de recréation et de redécouverte du style par les théâtres et par les différentes institutions et musicologues dont on parlait tout à l'heure. Et pour vous parler de mon opérette préférée, puisque c'était la question subsidiaire, enfin ça dépend de la définition d'opérette, comme on en parlait tout à l'heure.
Je vais vous en citer 2, comme ça j'aurai pas à choisir. La première, donc si on parle d'opéra bouffe, de grand opéra bouffe d'Offenbach, ce serait Barbe Bleue qu'on a donné l'année dernière avec Oya et qui permet de se rendre compte que les opéras bouffe d'Offenbach, ce n'est pas de la sous-musique, c'est quelque chose qui sera développé, que ce sont des rôles exigeants et que c'est vraiment de la musique extrêmement riche parce que c'est une œuvre qui est assez géniale en ce sens, qui a énormément d'ambiances différentes. Pour moi, musicalement, c'est peut-être même la meilleure opérette d'Offenbach. Et si on parle des plus petites pièces en un acte, je vous citerai L'île de Tulipatan, qui est une petite opérette d'Offenbach, là, qui est aussi, qui est un opéra comique officiellement, selon la dénomination, qui est très amusant. Là aussi, musicalement, c'est assez riche. Il y a pas mal de musique d'ambiance assez originale. Et c'est basé sur une histoire de double travestissement de 2 jeunes hommes et femmes qui s'aiment, mais en fait qui sont l'homme est en fait une femme et inversement. Donc initialement la situation est assez amusante. Et il y a notamment un grand duo entre les deux où le ténor, donc qui est travesti en femme, va imiter différents instruments de l'orchestre pour séduire la soprane qui en fait à ce moment-là travestie en homme. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer, mais c'est assez original et très plaisant à écouter. Ça fait envie. Alors à mon tour, comment je suis devenu fan d'opérette? Contrairement à Grégoire, hein, pas de Madeleine de Proust pour moi. J'ai découvert l'opérette assez tardivement. C'est-à-dire que j'avais entendu parler d'Offenbach comme ça au milieu de mes études et pour me renseigner, voir un peu à quoi ça ressemblait, j'ai eu la très mauvaise idée de taper son nom sur YouTube et de voir des versions qui étaient malheureusement de très mauvaises versions et qui lui rendaient pas du tout justice, notamment la Péricole où il y a ce refrain qui est très connu, il grandira, il grandira, il grandira car il est espagnol, gna 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 gna. Donc voilà, ça, typiquement ce refrain de la Péricole, ça c'est très Offenbachien avec ce jeu sur les syllabes, ces jeux sur les mots qui sont très caractéristiques. Et voilà, quand c'est dans de mauvaises versions, autant dire que ça fait pas du tout envie. Alors que lorsque on a une très belle version et qu'on voit tout de suite la dimension satirique et qu'en fait Offenbach est un grand compositeur et qui s'amuse justement avec ces jeux de mots, là tout de suite on est plus séduit et vraiment, c'est des belles versions comme ça. La première que j'ai vue, c'est tout simplement en étant spectateur d'une opérette jouée par, je vous le donne dans le mille, Oya Kefale, en 2016, hein, à l'époque où j'étais dans le public et j'ai tout de suite accroché. J'ai vraiment eu un coup de cœur à la fois pour Offenbach et à la fois pour la troupe. Et depuis, je ne suis plus spectateur, mais je fais partie de la troupe et c'est comme ça vraiment que progressivement on devient fan d'Offenbach, d'opérette et puis de fil en aiguille, on s'intéresse aussi à d'autres univers comme la comédie musicale. Alors oui, j'ai oublié de dire mes opérettes préférées. Je les ai pas mal citées tout au cours de l'émission. Hein, La vie parisienne, vraiment, si on reste dans Offenbach, que j'aime beaucoup, à la fois pour l'aspect musical, avec de très beaux airs, que ce soit chanté par les solistes ou chanté par le chœur, notamment des finales qui sont on peut donner le cancan, hein, avec des rythmes endiablés, des galops, qui donnent vraiment une pêche, hein, un vrai enthousiasme quand on les écoute et quand on les voit sur scène. Et puis aussi pour l'aspect scénique où on est toujours aussi dans ce jeu de duperie, d'hommes et de femmes qui essayent de se tromper et en fait qui sont pris à leur propre jeu. Et finalement, ce jeu-là, on le retrouve dans mon autre opérette préférée, La Chauve-souris, où c'est finalement un peu la même histoire, où mari et femme se travestissent aussi, prennent d'autres identités, puis après finissent par s'entre-accuser. Et c'est toujours assez délicieux, assez rythmé. Enfin, c'est vraiment de belles partitions et puis des bons moments qu'on passe à la fois musicalement et théâtralement. Eh ben merci. Un très grand merci pour ce tour d'horizon. On aurait pu en parler encore. Je pense qu'on n'a que gratté la surface de tout ce qu'il y a d'intéressant à raconter sur l'opérette. On rappelle votre spectacle, le spectacle de votre troupe Oya Kefale, qui se jouera du 12 au 19 mai au Théâtre Armande Béjart d'Asnières-sur-Seine. Voilà, Les Brigands. Voilà, pardon, j'avais juste oublié le titre. C'est ma troisième opérette préférée, allez. Et justement, pour donner envie à nos auditeurs auditrices, on va écouter quelques extraits des Brigands dans la version qu'Oya Kefale avait déjà donnée de cette opérette en 2014.
Donc, n'hésitez pas, voilà, à aller découvrir cette œuvre pour peut-être vous-même devenir des grands fans d'opérette, on ne sait pas. On vous remercie encore, Grégoire et Jean-Baptiste, d'avoir à ce point partagé votre passion et nous en avoir autant appris sur l'opérette, hein, parce que moi, personnellement, je n'y connais absolument rien. Donc, encore merci. Nos auditeurs, nos auditrices, n'hésitez pas à réagir, hein, à nous dire si vous connaissez aussi l'opérette, vous qui êtes fan de comédie musicale, si vous avez déjà vu des opérettes, si vous souhaitez découvrir ce genre. Voilà, donc n'hésitez pas à tout nous dire et on vous dit à très 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 bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Au revoir! Au revoir, merci.